Hannibal Barca, première émission, Traverser les Alpes. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En effet, les armées des chefs ibères vaincus viennent augmenter à chaque fois le nombre de ces soldats et constituent un contingent multiethnique. Il y a là des Carthaginois, des Celtes, des Numides. Les Numides, c'est un peuple africain qui vit dans ce qui est l'Algérie actuelle. Des Libyens, des Grecs, des Ligures, des Campaniens d'Italie. Chacun possède ses armes spécifiques qui permettent de les distinguer des autres combattants. Les Carthaginois sont vêtus d'une cuirasse en fer et d'un casque en bronze et se battent à l'aide d'un grand bouclier blanc circulaire. Les Gaulois, eux, ou les Celtes, se défendent avec une épée courte à lame courbe. Quant aux Numides, très secs évidemment, ce sont de redoutables cavaliers, les meilleurs du monde méditerranéen. Ils représentent un atout précieux pour Hamilcar. Il peut également compter sur ses machines de guerre, principalement des catapultes, sans oublier les fameux éléphants, destinés donc à jouer un rôle crucial dans les guerres puniques. Pendant que son père se bâtit son royaume et envoie de nombreux navires chargés d'étain, de cuivre, de bronze et d'or à Carthage, Hannibal vit au camp parmi les soldats. Son précepteur, Sosilos, lui apprend l'écriture punique, la littérature, le théâtre épique, l'origine du monde, le savoir transmis par les Égyptiens, la géographie et bien sûr l'art de la guerre et la stratégie militaire. Lorsque son père rentre de ses campagnes, il le rejoint sous sa tente qui abrite un logis presque nu, uniquement constitué d'une table, d'un escabeau et d'une couche de paille. Il apprend comme ça qu'un bon chef de guerre se doit de montrer l'exemple en vivant de la même façon que ses soldats et en endurant les mêmes maux et les mêmes contraintes. Vous retrouverez ça avec Napoléon par exemple. Il doit partager la dureté de leur vie, leur fatigue, les mêmes dangers, bref, payer de sa personne. C'est le moyen le plus approprié de s'endurcir, de s'attirer la sympathie et surtout la fidélité de ses hommes. Il lui apprend en outre à écouter ses soldats, à entendre leurs plaintes, satisfaire tous leurs besoins et à gagner leur confiance. Ainsi, dit-il à son fils, tu deviendras un meneur d'hommes. Pour être adulé par ses soldats, il doit donc être brave, téméraire, sévère mais juste, loyal et généreux. Hannibal aime vagabonder dans le camp, se mêler aux soldats de son père. Il se familiarise avec la dureté de la vie militaire qui sera la sienne pour toujours. Il apprend aussi la camaraderie, l'amitié virile, la solidarité fraternelle qui soude les différents groupes de combattants. L'armée est sa famille et sa seule et véritable patrie. À 10 ans, il est traité comme tous les adolescents du camp, en valet malléable à souhait, dont les soldats n'hésitent pas d'ailleurs à mettre à l'épreuve sa résistance et son courage. Il est soumis à la plus dure et la plus rigide discipline physique et morale. Il devient rapidement le plus téméraire des écuyers et il est le plus prompt à effectuer tous les exercices demandés. Il manie les armes comme personne, stimule son intelligence et son sens tactique extraordinaire, hérité de son père. Il se forge une endurance extraordinaire et une puissance physique digne d'Achille. En tout cas, c'est les textes qui nous le disent. Il devient comme ça le meilleur des soldats qui le voient comme l'un des leurs et lui assure leur amitié et leur loyauté. Il évolue avec plaisir dans cette atmosphère particulière, dans le bruit des chevaux et des éléphants, dans l'odeur du crottin, de la viande rôtie où se mêlent les cris, les exclamations et les chants guerriers, tout ça entonné dans toutes les langues. Il apprend comme ça, au gré de ses vagabondages, les différents dialectes parlés par les soldats. Et il y en a un paquet, le punique, le grec, le libyo-phénicien, le berbère, le numide, le celte, le latin, le baléare, etc. Son père lui apprend aussi à être strict, sévère et, comme je le disais tout à l'heure, juste et généreux. Il est essentiel de savoir à la fois punir et récompenser. La cruauté, qui est celle de l'époque, doit toujours servir ses objectifs guerriers et ne doit en aucun cas être utilisée gratuitement par pur plaisir de faire souffrir. Il sait donc être généreux et aimable avec les adversaires. Il se doit de leur rendre hommage, surtout s'il a en face de lui un chef remarquable de bravoure et d'intelligence. C'est l'un des grands paradoxes d'ailleurs de la guerre. Les généraux ennemis s'affrontent avec violence et brutalité, mais dans le même temps, ils s'estiment, ils s'admirent et se rendent un hommage mutuel. Et ça depuis toujours jusqu'à la semaine dernière. Le triomphe d'Hamilcar en Andalousie est total. Il se construit un véritable royaume, administre un État indépendant et bat sa propre monnaie.
Il envoie à Carthage autant d'argent qu'elle veut, 100 kilos par jour, pour payer les indemnités de guerre, rémunérer ses troupes et se remettre à flot, financièrement et commercialement. Sur place, le peuple retrouve sa richesse et sa joie de vivre et soutient fermement le parti des Barca qui devient alors le plus puissant au sein du Sénat. Mais Hamilcar profite finalement peu de son riche royaume. Parti combattre les Celtibères, il se noie à son retour, assailli de toutes parts par ses ennemis, alors qu'il traverse le fleuve Jucar. Hannibal a alors 17 ans, et c'est lui qui ramène l'armée au camp. Hasdrubal le Beau, le meilleur ami d'Hamilcar, qui n'est pas son fils, est élu par les soldats pour lui succéder. Il confie le commandement de la cavalerie à Hannibal et l'autorise à venger la mort de son père. Ce jour-là, il va conquérir 12 villes. Hasdrubal se rend compte rapidement de la grande bravoure du jeune Hannibal, de sa vigueur et de son audace. Il voit que les soldats qui ont en lui une confiance absolue sont prêts à le suivre sur tous les champs de bataille et sont prêts à mourir pour lui. Il sait qu'il va devenir le meilleur chef de guerre de son temps, à l'instar d'Alexandre le Grand. Et quand Hasdrubal est assassiné en 221 avant notre ère, c'est donc tout naturellement que les soldats élisent Hannibal à sa suite. Alors vous allez me dire, je vous connais, je vous vois, je vous entends presque. Assassiné ? Tiens, mais par qui ? Mais à qui profite le crime ? Non, en fait, rien à voir. C'est un esclave celte qui le tue par vengeance. Hannibal a alors 25 ans. Tite-Live parle de lui en ces termes. C'est Hamilcar dans sa jeunesse qui l'aurait rendu. Même énergie dans le visage, même feu dans le regard, même air, même trait. Michelet renchérit en insistant lui sur le charisme, les vertus guerrières et chevaleresques, la proximité, la générosité dont il fait preuve auprès de ses soldats. Bien entendu, le Sénat carthaginois et l'Assemblée populaire valident le choix de l'armée. Alors vous avez malgré tout compris que ni Tite-Live et encore moins Michelet n'ont croisé Hannibal. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Est-ce qu'on peut faire confiance à leur jugement ? J'en sais rien. Celui de Tite-Live est le seul en réalité que nous ayons de plus proche.